votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de rester fidèles au programme d'Info Télévision. La ligne rouge ce soir prend possession de votre tube cathodique. Au menu de cette édition, initialement prévue le jeudi 6 août 2020, un communiqué signé le 1er août 2020 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a annoncé le report au 10 août 2020 à 12 h de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature dans la salle des conseils de la présidence de la République. Au-delà de la loi de l'Omerta qui entoure cette décision, quelle analyse peut-on faire de cet aggiornamento, de cette instance qui a pour compétence, entre autres, de procéder à la nomination des auditeurs de justice, des magistrats et connaître les dossiers relatifs à leur discipline? Esquisse de réponse ce soir. Initié dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, l'opération Épervier, lancée en 2006 en dépit d'un bilan, a été considérée à tort ou à raison comme une opération d'épuration politique. La compétence du tribunal criminel spécial remise en cause sans cesse. Passé le populisme, nous examinerons ce soir le champ de compétence de cette juridiction chargée de réprimer les crimes économiques et le chevauchement présumé entre ce dernier et le champ de compétence des autres juridictions de droit commun existants. La gestion des fonds liés à la pandémie du coronavirus, en dépit des éclairages du ministre de la Santé, est loin de satisfaire une frange importante de l'opinion sur les points saillants de la commande publique. Des zones d'ombre persistent au sujet de la dotation de 227 millions de francs CFA aux autorités administratives, selon la une du journal La Nouvelle Expression dans son édition du 4 août 2020. Pour Info Matin Quotidien, dans son édition du lundi 3 août 2020, qui a repris un pamphlet de l'honorable Jean-Michel Nitieux, cette crise sanitaire est au cœur d'un business sans précédent. Un véritable pillage au moyen de surfacturation et de retrecommission qui met sur le banc des accusés le ministre Manaouda Malachi. Face à ces allégations sur le Covid business, nous questionnons ce soir notre invité doctorant en droit public sur le rôle du Conseil supérieur de l'État et de la Chambre des comptes. Les régionales se profilent à l'horizon. L'instruction du ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandi, visant à clarifier la situation à la tête de certaines chefferies traditionnelles ou encore le recensement des conseillers municipaux par les CAM, l'organe en charge du processus électoral et référendaire au Cameroun, augure-t-il l'imminence de la mise sur pied de cette collectivité territoriale décentralisée? Les météorologues du sérail sociopolitique camerounais y répondent par l'affirmative. Mais la mise sur pied de cette institution peut-elle marquer un pas supplémentaire dans le processus d'autonomisation au Cameroun? On en parle ce dimanche. Cette autonomisation, justement, semble avoir été mise à rude épreuve à travers un débat cette semaine sur la prérogative de nomination des receveurs municipaux dans les 360 communes du Cameroun. Alors, question ce soir, qui du ministre des Finances ou du ministre de la décentralisation et du développement local doit nommer les receveurs municipaux? On en parlera ce soir avec notre invité. Le Conseil constitutionnel chargé de veiller à la constitutionnalité des lois au Cameroun exerce-t-il librement sa fonction? Nous saisirons l'opportunité des critiques plusieurs fois formulées par certains élus sur le caractère inique de certains textes de loi pour apprécier le rôle de cette juridiction. Le candidat pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire qui suscite tous les commentaires, il s'agit d'Adraman Lassane Ouattara, le président ivoirien, à la veille de la célébration du 60e de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le 6 août dernier a annoncé sa candidature pour un
un troisième mandat, une candidature qui suscite des réactions mitigées au sein de l'opinion ivoirienne. Certains leaders y voient à travers cette énième candidature le mandat de trop. Mais la question fondamentale reste, le président ivoirien a-t-il le droit de briguer un troisième mandat à la tête du pays? La roublardise en politique est-elle prohibée? Et enfin, le principe de rétroactivité ou de non-rétroactivité s'applique-t-il en droit constitutionnel? On en parle ce soir avec notre invité. En deuxième dorsale, nous allons décrypter le Code des collectivités territoriales décentralisées à l'aune de la célébration de la journée africaine de la décentralisation qui est prévue le 10 août 2020. Nous reviendrons sur l'action parlementaire en insistant ce soir sur les indemnités et les devoirs des parlementaires. La décentralisation au Cameroun est-elle finalement dans la pratique une forme de déconcentration? Et en quoi l'article 68 de la Constitution peut-il faire avancer la lutte contre la prévarication de la fortune publique? Voilà les sujets qui sont inscrits au menu de cette livraison de votre émission La Ligne Rouge ce soir. À présent, l'affiche signalétique de l'invité. C'est après cette transition. À tout de suite. Ponctualité et rigueur sont les maîtres mots de ce fils originaire de la région du Sud. Né le 30 août 1993 dans l'arrondissement d'Ambam, cet enseignant par vocation rêve de marcher sur les traces de ses modèles académiques, le professeur Magloire Ondoa et le professeur Patrick Abane-Ngolo. Bon, la vocation d'enseigner, je dirais qu'elle me vient depuis ma naissance, parce que j'avais deux rêves. Le premier rêve était soit de devenir magistrat, soit de devenir enseignant. Mais il s'est trouvé que c'est beaucoup plus la voie de l'enseignement qui davantage s'ouvre à moi. Et bien entendu, c'est sur elle que nous consacrons l'essentiel de notre vie en attendant que nous puissions achever notre thèse de doctorat. Sur le plan politique, ce doctorat en droit public admire le président de la République, son Excellence Paul Biya, et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française. Socrate Tiamaondo a effectué tout son parcours scolaire et académique au Cameroun. Après mes études primaires et secondaires, primaires notamment au collège privé Amazia à Yaoundé, j'ai poursuivi mes études secondaires d'abord à Amazia, puis au lycée de Kounou. Ces études se sont sanctionnées ces études secondaires se sont sanctionnées par l'obtention d'un baccalauréat. Et puis nous avons effectivement rejoint les bancs de l'université. On a fait tout le parcours normal, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. On a soutenu un master en droit de la décentralisation, notamment le droit administratif en général. Et nous sommes actuellement en train de préparer une thèse de doctorat, toujours en droit et contentieux administratif. Nous rappelons ici que nous avons soutenu notre master sur le thème « Le président de la République en droit de la décentralisation au Cameroun ». Et nous préparons actuellement une thèse de doctorat sur les tribunaux administratifs et l'état de droit au Cameroun. Pour ce consultant désormais réputé, la recherche de l'ambroisie et l'élixir sont une obsession permanente. Aux jeunes, Socrate Tiamaondo rappelle que la clé du succès se trouve au bout de l'effort. Le travail qui éloigne de nous trois mots, l'ennui, le vice et le besoin. Le peu que nous avons eu jusqu'à faire ici, nous l'avons fait ou nous l'avons obtenu grâce au travail acharné, au travail laborieux. Le seul remède, c'est le travail. Et tel qu'un musicien le disait, la seule magie, c'est le travail. Il faut donc travailler pour pouvoir atteindre ses rêves. Il faut donc travailler, effectivement, pour se faire du respect, pour gagner du respect dans la société. Cet enseignant raffiné est un cœur à prendre.
Socrate Tiamaondo a récemment participé en juin 2020 en qualité d'exposant à une session de formation des parlementaires camerounais sur les rouages de l'activité parlementaire et spécifiquement sur les droits et devoirs des parlementaires au Cameroun. Je rappelle ce soir que cette émission, La Ligne Rouge, admettra l'interactivité. Vos réactions sont donc recueillies par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46. Socrate Tiamaondo, merci d'avoir accepté l'invitation de La Ligne Rouge ce soir. Merci, Monsieur Sanjo. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités à Info TV. Nous voulons rappeler que nous connaissons un tout petit peu la maison parce que pour avoir eu à prendre part à un certain nombre d'émissions déjà en fin d'année, en début d'année 2020, nous voulons également adresser un bonsoir et un bon dimanche à vos millions de téléspectateurs, ceux qui nous regardent du Cameroun, du côté de Libreville, où nous avons une famille assez nombreuse là-bas. Nous saluons également ici notre famille qui se retrouve du côté d'Ambam. Très bien, on va commencer donc cette phase d'échange avec vous, Socrate. L'actualité, évidemment, est l'une des articulations phares de ce programme et vous êtes le premier véritable jeune que nous convions à ce programme, mais eu égard à votre expertise, évidemment, on a sollicité des éclairages. Parlons d'abord du Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce programme. Il a été finalement reporté. Une communication du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, ne donne d'ailleurs pas plus de précisions sur les raisons du report, mais informe évidemment les principales personnes concernées que le Conseil supérieur de la magistrature devrait donc se tenir le 10 août prochain. Vous arrivez, vous au moins, à comprendre les raisons qui aient pu justifier que l'on reporte l'assise d'une instance aussi importante que le Conseil supérieur de la magistrature, qui était initialement prévu le 6 août dernier? Bon, bien entendu, le report de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature pourrait éventuellement se justifier par la venue annoncée au Cameroun du président nigérian Muhammadu Buhari. Certainement, vous savez, c'est le président de la République qui devait recevoir son homologue du Nigeria, qui devait également présider le Conseil supérieur de la magistrature. Et ne pouvant donc pas jumeler les deux cérémonies ou ces deux agendas extrêmement chargés, il a certainement été jugé opportun, bien entendu, de reporter le Conseil supérieur au 10 août prochain, c'est-à-dire dans 24 heures ou dans moins de 24 heures environ. Parlons de la fonction normative du Conseil supérieur de la magistrature. Quelles sont quelques-unes de ses fonctionnalités? À la lecture de la loi de 82 sur portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, on peut in globo dégager deux attributions majeures, notamment la nomination des magistrats, la validation des affectations de certains magistrats et la nomination même des auditeurs de justice en attente. On voit également que le Conseil supérieur de la magistrature intervient effectivement dans la carrière même du magistrat par le fait qu'il valide les avancements et c'est-à-dire les changements de grade, etc. des différents magistrats. Et le rôle également des plus importants que l'on reconnaît à cette instance hautement importante, qui d'ailleurs est consacrée ab initio, notamment par l'article 37 de la Constitution, fait du Conseil supérieur de la magistrature l'organe sanctionnateur à l'égard des magistrats. Donc voilà quelques attributions essentielles qui se dégagent de cette loi. Bien entendu, le Conseil peut connaître d'autres questions qui lui sont soumises par
l'administration de ce conseil, ou plutôt le ministre des Sceaux, le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, qui est le vice-président, n'est-ce pas, de ce conseil-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un peu, de façon synthétique, les attributions reconnues au Conseil supérieur de la magistrature. Alors, lorsqu'une juridiction qui a ces fonctions que vous venez d'évoquer de manière brillante ne siège pas depuis pratiquement 2017, on peut comprendre cela? Non, Monsieur Sanjo, voyez-vous, la loi de 82, pardon, du 26 novembre 82 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature n'indique pas une périodicité. Ça veut dire que lorsque vous lisez cette loi, on vous dit le Conseil se réunit à la convocation du président. On ne dit pas que le Conseil doit se réunir chaque année ou que le Conseil doit se réunir à telle période. Vous savez, le président est un horloger, c'est-à-dire ici que c'est un oracle de la norme. Et aussi soucieux de la mise en œuvre ou du respect des lois de la République, il ne saurait lui-même agir contre la légem relativement à cela. Donc ça veut dire ici que, en fait, il n'y a pas une exigence de temps qui lie le président de la République sur la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Sur les dossiers pressants, Socrate. Sur les dossiers pressants. Je prendrai quelques cas pour vous relancer sur cette question. Oui. Par exemple, celui de l'augmentation en grade des magistrats en fonction, ou alors simplement quelques magistrats, entre guillemets, qualifiés d'indisciplinés, ou pour revenir simplement également sur l'enrôlement de quelques Camerounais dans le corps de la magistrature. Il faut bel et bien que cette institution puisse siéger pour tabler sur tous ces dossiers. Est-ce qu'au regard de ces dossiers que certains pourraient qualifier de dossiers pressants, il n'aurait pas été utile de tenir justement une session de la magistrature il y a encore quelques mois ou quelques années? Oui, mais Monsieur Sanjo, si nous prenons rien que le cas de cette année, vous verrez que depuis le 17 mars 2020, nous sommes plongés dans la crise liée au coronavirus. C'est pas une belle excuse? Non, j'en viens justement. Cette crise liée au coronavirus a cristallisé toutes les attentions. Et le président de la République étant, bien entendu ici, le premier citoyen, ou plutôt la personne la plus interpellée lorsque nous passons un moment comme celui-là. Mais ce qui est important de retenir ici est que, cela ne pouvant pas être, bien entendu, une excuse, nous ne pouvons pas peut-être indiquer ce que la loi ne dit pas. La loi dit que le Conseil supérieur siège sur convocation du président de la République. Maintenant, vous évoquez la question du délai raisonnable, c'est-à-dire que, est-ce que le président de la République, du fait de certains dossiers que, si vous voulez, précieux ou plutôt pressants, ne pourrait pas le convoquer le plus régulièrement possible. Cela peut être fait, mais bien entendu, nous indiquons que la loi ne précisant aucune périodicité ni aucune date, cela est donc laissé à la discrétion du président de la République. Encore que le fait que le Conseil se réunit peut-être tout le temps ou de façon régulière, peut-être ne permettra pas à ce que l'instance puisse avoir un regard transversal, un regard d'ensemble sur les questions qui peuvent lui être posées. Voyez-vous, vous parlez de la question disciplinaire, mais si on soumet au Conseil peut-être 2 dossiers de magistrats peut-être indisciplinés, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a véritablement urgence à ce que le Conseil se réunisse pour 2 magistrats qui se seraient montrés un tout petit peu indélicats? Est-ce qu'il y a véritablement urgence sur la question, d'une part? Et vous savez également que vous parlez peut-être de la question de l'intégration des auditeurs de justice en attente. Le mécanisme d'entrée ou d'accès ou de nomination tient en compte un certain nombre de paramètres. Vous savez, lorsqu'on doit déployer un personnel dans des institutions, des organes, on doit tenir compte d'abord de la demande, de ceux qui vont en retraite, combien de magistrats vont en retraite, combien reste, combien on peut nommer, quelles sont les expertises, etc., etc. Et vous savez de plus en plus que les normes, depuis un certain nombre d'années,
est engagé dans un chantier de spécialisation des magistrats, notamment ceux des comptes, ceux judiciaires, ceux administratifs, etc. Nous pensons effectivement que cette attente pourrait également se justifier par le fait que le président attend d'avoir peut-être une palette conséquente pour déployer les magistrats requis, notamment ceux qui ont reçu la formation nécessaire pour effectivement occuper exercer les fonctions pour lesquelles ils auraient été formés. Donc il y a un certain nombre de paramètres dont nous ne pouvons pas toujours avoir un regard clair et sincère étant de l'extérieur, et vous avez bien parlé de la loi de l'omerta qui anime cette institution. Donc on ne peut pas véritablement avoir un regard fin sur cette question, mais nous disons juste que peut-être par souci de bien faire, peut-être par souci d'avoir un regard transversal sur les dossiers soumis, que ce temps peut-être ce temps peut paraître un peu long. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais qu'on aborde le deuxième sujet, que nous parlions un tout petit peu de l'opération Épervier, non pas pour dresser le bilan qui suscite évidemment très souvent la colère d'une certaine opinion camerounaise, mais pour parler spécifiquement d'une juridiction qui a suscité quand même beaucoup d'interrogations, le tribunal criminel spécial. Fallait-il, au nom de la lutte contre l'assainissement de la fortune publique, mettre sur pied une telle juridiction? Fallait-il mettre sur pied une telle juridiction? Je vous dirais oui. Je vous dirais oui. Oui, pour une raison simple. Les juridictions de l'ordre commun sont déjà assez surchargées par un certain nombre de dossiers. Et le président de la République, dans l'optique d'assainir ses finances publiques, telles que vous venez de le dire, ou d'assainir même le patrimoine de l'État, bien entendu, a donc décidé de mettre sur pied ce qu'il est communément appelé le TCS, notamment le tribunal criminel spécial, pour exclusivement connaître des questions liées, bien entendu, au détournement de deniers publics d'un certain montant, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'un certain montant. Donc, sur la question d'opportunité, l'opportunité de la création ou de la mise sur pied d'un organe spécialisé, n'est-ce pas, de connaître des crimes financiers, ne peut pas se poser. Son aménagement ou la venue du TCS est tout à fait opportune. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de chevauchement entre le champ de compétences de ces juridictions et les tribunaux de droit commun? Non, monsieur Sanjo, le chevauchement ne pourrait pas exister. Parce que vous voyez très bien que le tribunal criminel spécial est régi par un ensemble de règles. Vous avez concomitamment les règles du code de procédure pénale qui s'appliquent au tribunal criminel spécial. Vous avez également les règles, n'est-ce pas, spécifiques à cette juridiction, notamment que l'on retrouve dans la loi de 2011 qui a été révisée en 2012. Et vous voyez justement que cette loi, notamment la loi de 2012, indique effectivement que le tribunal criminel spécial est compétent pour connaître des infractions d'au moins à partir de 50 millions. Ça veut dire que les infractions en dessous de 50 millions relèvent de la compétence d'une part du tribunal de grande instance, d'autre part des TGI, notamment des tribunaux je veux dire des TPI, notamment des tribunaux de première instance. Donc, à ce niveau, la loi a clarifié le champ compétentiel du tribunal criminel spécial qui ne peut en soi que connaître des infractions dont le montant, des infractions financières, parce qu'il faut le préciser, dont le montant est en dessus de 50 millions. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez très bien que lorsque vous lisez cette loi de 2012, il y a une particularité accordée à la célérité des procédures. On vous dira par exemple que l'instruction ne doit pas excéder 6 mois, la détention provisoire a un seuil, etc. Donc, c'est en fait des mécanismes qui ont été mis sur pied pour permettre à cette juridiction de travailler en toute célérité et de faire entrer dans le patrimoine de l'État autant d'argent possible, notamment en fonction des montants exigés aux différents infracteurs. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette juridiction est une juridiction aux ordres? Non, je ne le dirais pas. Je ne dirais pas que cette juridiction est une juridiction aux ordres parce que cette juridiction est régie par un ensemble de règles.
C'est-à-dire que vous avez la loi de 2006, je veux dire la loi de 2012, qui s'applique à elle, qui régit son organisation et son fonctionnement. Dire qu'elle serait aux ordres, c'est qu'en fait, elle appliquerait une certaine volonté extérieure à ce qu'elle aurait dû normalement faire. Mais cela n'est pas le cas parce que la juridiction en elle-même n'applique que le droit. Le droit et rien que le droit. Maintenant, dire qu'elle est aux ordres, c'est comme s'il y avait peut-être une main noire, pour prendre Adam Smith ici, qui agirait derrière pour réprimander ou quoi que ce soit. Non, nous disons simplement que la juridiction est régie par les lois et règlements de la République. Et les juges, notamment le collège des juges du tribunal criminel spécial, statuent, bien entendu, sur le principe de la légalité, c'est-à-dire que d'un ensemble d'infractions ou de procédés qui sont au préalable aménagés par les lois et règlements de la République. À partir de là, on ne saurait donc dire que la juridiction est aux ordres, bien entendu. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur le Covid-19. C'est le grand débat depuis plusieurs semaines au Cameroun et notamment la gestion des fonds liés à cette pandémie. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, s'est essayé dans une sorte de révélation de chiffres, une sorte de comptabilité des dépenses qui est loin d'avoir satisfait une bonne frange de l'opinion qui se questionnait évidemment sur les marchés, comment ces marchés ont été attribués, à qui cela a été attribué, les spécificités des marchés, le montant qui avait été arrêté, la mercuriale, les prix. Toutes ces questions sont restées des zones d'ombre pour plusieurs Camerounais sur la gestion de ces fonds. L'on a appris cette semaine que le Conseil supérieur de l'État ou encore la Chambre des comptes pourrait évidemment demander d'auditer les comptes liés à cette pandémie du Covid-19. J'aimerais qu'on parle justement de ces deux juridictions. D'abord pour comprendre si elle a la capacité d'auditer les comptes liés à la gestion du Covid-19. Oui, vous parlez de deux organes distincts. Vous parlez tantôt de la Chambre des comptes, et d'autre part, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de l'État. Bien entendu, le Conseil supérieur de l'État, pour commencer par lui, lorsque vous regardez le décret de 2013 qui organise cette instance, a bel et bien les capacités nécessaires pour exiger d'un organe, n'est-ce pas, la reddition d'un certain nombre de comptes. Et la particularité entre ces deux juridictions étant bien entendu que la Chambre des comptes a une compétence qui intervient ici a posteriori. Ça veut dire en fait que si la Chambre des comptes veut évaluer, veut auditer les comptes du ministère de la Santé, il va falloir attendre peut-être que nous arrivions à la clôture, n'est-ce pas, de l'exercice budgétaire pour que la Chambre des comptes se saisisse effectivement des comptes. Nous disons bien c'est des comptes, n'est-ce pas, des comptes du ministère de la Santé. Or, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, le contrôle supérieur de l'État que vous venez d'évoquer, il n'est pas tenu forcément d'attendre que l'année s'épuise pour pouvoir connaître, pour pouvoir auditer un organe dont de soupçons ou de forts soupçons, entre guillemets, pèserait sur la gestion des deniers publics. Donc, en fait, les deux organes, sont compétents, mais peut-être à des moments distincts. On doit bien entendu indiquer ici qu'il s'agisse de la Chambre des comptes ou qu'il s'agisse du contrôle supérieur de l'État, c'est des organes non seulement de contrôle, mais c'est également des organes d'appui et de conseil, n'est-ce pas, à la transparence et à la bonne gestion des fonds publics. Donc, c'est des organes effectivement qui ont tous deux des compétences pour pouvoir auditer ces fonds alloués à cette question du coronavirus. À titre personnel, vous êtes satisfait de la gestion des fonds liés au Covid-19 en tant qu'observateur? Bon, en tant qu'observateur, est-ce que je suis satisfait? Ce que je pourrais simplement dire est que nous voyons que les mesures prises par le ministre de la Santé et bien entendu les mesures mobilisées par le président de la République et implémentées par le ministre de la Santé portent leurs fruits.
Maintenant, il vous souvient d'ailleurs que nous avons reçu les félicitations de l'OMS qui encourageait le Cameroun sur le caractère assez proactif, sur le caractère assez productif, n'est-ce pas, des mesures mobilisées contre la crise liée au coronavirus. Mais vous savez aussi que dans notre pays, on a toujours tendance à regarder là où il y a un petit trou. Vous voyez, ça veut dire que on peut essentiellement évaluer est-ce que globalement les résultats escomptés ont été atteints. À titre personnel, moi je dirais que oui, globalement, les résultats escomptés ont été atteints. Bon, maintenant, me dit comment est-ce qu'on a géré les marchés publics, etc., etc. Vous savez, les règles liées à la commande publique sont un peu plus complexes. Vous-même, vous avez évoqué tout à l'heure les questions liées à la mercuriale. La mercuriale a ceci de particulier qu'elle ne formule pas les prix que nous connaissons. La mercuriale a des prix assez spécifiques qui lui sont propres et qui ne répondent pas toujours, n'est-ce pas, au prix que le citoyen lambda connaît. Ça fait donc que on peut avoir l'impression que peut-être, je ne sais pas, 280 millions, ceci c'est beaucoup. Mais la vérité, lorsqu'on regarde la palette de charges allouées au ministère de la Santé, on pourra peut-être même se dire qu'en fait, ce montant aurait dû être augmenté. Encore plus que le ministre de la Santé a produit un rapport détaillé des différentes contributions. Ce rapport ne nous donne aucune information sur les marchés qui ont été passés, sur les périodes où on a réceptionné ces marchés, sur l'entreprise adjudicataire des 10 marchés, sur les spécificités des chantiers qui ont été lancés, sur les montants estimatifs des différents chantiers, rien du tout. Tout est noir, complètement noir à ce sujet, au point où on se demande à quelle période précise on a réussi justement à lancer tous ces marchés, la construction de sites d'isolement dans certaines villes du Cameroun. Il faut bien qu'on ait un rapport suffisamment détaillé et concis des dépenses liées à la pandémie du Covid-19. On parle quand même de plus de 20 milliards de francs CFA. Monsieur Sanjo, je pense que la crise est encore là. La crise est encore là. Les pouvoirs publics sont encore en train de déployer un certain nombre d'efforts pour l'éradiquer. Je pense qu'il serait un peu très tôt pour le moment d'exiger une certaine reddition des comptes. La reddition des comptes ici n'est pas un problème. Parce que lorsque vous êtes garant ou lorsque vous gérez, vous êtes un gestionnaire de la fortune publique, il doit permanemment vous rester en esprit que vous serez un jour appelé à rediter les comptes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à rendre compte, n'est-ce pas, des sommes qui vous ont été allouées. Bon, maintenant, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que les marchés passés n'ont pas bien été exécutés? C'est une question qui se posait. Est-ce que les marchés passés auraient été passés à l'égard des personnes qui n'avaient pas qualité? Là également, la question peut se poser. Mais je pense que toutes ces questions ne se posent pas. Les questions qui se posent... Justement parce qu'on n'a aucune information là-dessus. Non, bien entendu. On ne sait pas qui a attribué le marché. Oui, on ne sait pas qui a réceptionné le marché. On ne sait pas quand est-ce qu'on a lancé le marché. On sait seulement qu'on a dépensé 23 milliards. Bien entendu, monsieur Sanjo. Pour l'instant, je dis bien, le ministère en charge de la santé publique pourra fournir des réponses indiquées. Mais je dois d'ailleurs vous indiquer que lorsqu'on parle peut-être de 23 milliards, est-ce que ces 23 milliards étaient alloués au seul ministère de la Santé? Je ne pense pas. Vous savez que la question liée à la riposte sur la pandémie du Covid était une synergie d'action. Et la synergie d'action commandait effectivement que le fonds spécial mobilisé soit réparti entre les différents départements ministériels. Mais le ministère de la Santé étant le ministère technique, avait bien entendu bénéficié de la cagnotte la plus élevée. Donc je pense ici sur la question que le ministère de la Santé aura l'occasion de s'exprimer, de rendre compte sur la traçabilité, sur les modalités exactes de gestion, n'est-ce pas, de ces fonds-là. Mais ce que nous devons pour l'instant louer est que nous constatons une reculade sur la progression de la pandémie et c'est à saluer, c'est à louer et nous demandons simplement, et parce que le problème que vous posez est parfois aussi celui de l'absence de communication que nous constatons au sein de notre appareil gouvernant. Ça veut dire que des actions éloquentes peuvent même parfois être entreprises et menées, mais
les pouvoirs publics, parce que ne communiquant pas assez sur un certain nombre d'éléments, pourraient parfois faire face à ce genre de situation. Mais moi, je pense, à titre personnel, et cela m'engage, que jusqu'ici, les moyens mobilisés par les pouvoirs publics pour riposter contre la pandémie liée au coronavirus portent leurs fruits. Et pour l'instant, c'est ce qui devrait intéresser la plupart des Camerounais. Et également, on sait aussi que lorsque certains n'ont pas reçu les marchés alors que peut-être ils auraient été soumissionnaires, ça peut parfois donner cours à un certain nombre de commentaires, parce que c'est aussi ça le contexte camerounais. C'est-à-dire que si on a soumissionné ou si on aurait voulu être à la place de tel, mais on ne l'a pas été, on va effectivement chercher des pouces sur la calvitie. Pour l'instant, louons les efforts qui ont été mobilisés et attendons que le ministère en charge de la santé produise, n'est-ce pas, le rapport sur les modalités de gestion de cet argent. Parlons à présent des régionales qui s'annoncent à grands pas. Cette semaine, la presse a largement évoqué ces consultations avec les chefs traditionnels. Une instruction a d'ailleurs été donnée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi pour apporter quelques clarifications sur le fonctionnement de quelques-unes de nos chefferie. On a vu Election Cameroun en branle dans le cadre du recensement des conseillers municipaux. Les choses semblent donc se préciser, mais on a presque envie de poser la question: y a-t-il urgence au regard des critiques permanentes sur la décentralisation en elle-même concernant le transfert des compétences et des moyens aux mairies? Mais, Monsieur Sanjo, vraiment, je suis un peu peiné par cette polémique sur l'opportunité de la mise sur pied des régions. Les régions ont été fondamentalement consacrées par la loi constitutionnelle du janvier 1996, qui, à son article 55, titre 10, bien entendu, indique que le Cameroun, l'État camerounais, la République, a deux types de collectivités ou deux catégories de collectivités, à savoir les régions et les communes. Avant cette loi, les communes, elles existaient déjà. Tout à fait. Et la région est donc considérée comme le nouveau-né, n'est-ce pas, de la décentralisation. Et il était donc question de pouvoir effectivement mûrir d'abord les communes qui s'étaient vues doter un certain nombre d'attributions qu'elles n'avaient pas peut-être avant la loi décentralisatrice, qui seront d'ailleurs consolidées par les lois décentralisatrices de 2004, puis réaffirmé ou même plutôt élargi, bien entendu, avec la loi décentralisatrice du 24 décembre 2019. Ça fait donc en fait, la commune existant, la région pas, il y a un problème. Il faut absolument que la région soit mise sur pied pour qu'elle puisse exercer ce pourquoi est-ce qu'elle a été créée. C'est-à-dire parce que formellement, elle existait déjà, mais matériellement, elle n'était pas encore mise sur pied. Les mêmes gens qui se posent la question de l'opportunité aujourd'hui seraient les mêmes qui demain, si on ne mettrait pas sur pied les régions, commenceraient peut-être à dire que la décentralisation n'est pas effective, n'est pas en marche, etc. Encore qu'il faut soulever que la réforme décentralisatrice de 2019, notamment la loi récente, mobilise ou crée ce qu'on peut appeler ici le statut spécial accordé aux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Face à ces deux éléments, entre les régions à statut ordinaire qui également attendent la mise sur pied de cet organe et les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui ont bénéficié d'un statut spécial, il y a effectivement urgence à mettre sur pied cet organe. On parle des conseils de région. Certains semblent indiquer que peut-être sur la forme, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'on se conforme à une disposition de la loi fondamentale de 96. Mais au regard des lenteurs observées dans la décentralisation au Cameroun, on se dit, on va se conformer à une exigence légale, mais dans le fond, qu'est-ce qui va avancer? Non, Monsieur Sanjo, la décentralisation est un processus. La décentralisation est un processus. Et ça, c'est pas un discours politique. Non, c'est pas un discours politique. C'est pas un discours politique pour une raison simple. Même lorsque vous lisez la loi décentralisatrice, parmi les principes de la décentralisation, vous verrez très bien qu'il existe le principe de progressivité. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous sortons
d'abord de la centralisation. Est-ce qu'on peut estimer le principe de progressivité? Il faut combien de temps? Il faut 1000 ans pour qu'on ait une décentralisation dans un pays comme le Cameroun? Non, il ne faut pas 1000 ans pour que nous ayons une décentralisation, parce que la décentralisation en elle-même, elle est déjà là. Même si elle souffre de quelques... Même si elle peut faire l'objet d'un bémol tel que vous le soulignez, mais l'enjeu ici est que la décentralisation est déjà là. Et n'oubliez pas que décentraliser, c'est se délester en quelque soit. Comment elle est là? Comment vous la matérialisez? Les maires estiment qu'ils n'ont pas les coudées franches pour implémenter leur plan de développement dans leur localité. À quel niveau vous estimez qu'elle est là et qu'elle marche plus ou moins dans une bonne trajectoire? Là, vous questionnez l'esprit de l'esprit de la lettre. Tout à fait. N'est-ce pas? L'esprit de la disposition ou des textes. Moi, je suis d'abord sur la lettre. Pour qu'il y ait décentralisation, il faut un certain nombre de conditions. La première condition ici est l'existence d'affaires locales. Oui. Est-ce que pour l'instant, il n'existe pas d'affaires locales? Il existe. La loi opère une distribution compétentielle en disant voilà ce que peut faire la commune, voilà. Deuxième condition ici, la reconnaissance d'une autonomie. Cette autonomie est administrative et financière. Est-ce que les exécutifs municipaux ne bénéficient pas d'une autonomie aussi relativisable soit-elle? Elle est là. Est-ce que les collectivités infra-étatiques ne bénéficient pas d'une autonomie financière? Est-ce que les communes, chaque année, ne votent pas leur budget? Elles le font. Ça veut donc dire que l'autonomie est là. Et la troisième condition ici est la désignation par voie élective. Par voie élective, n'est-ce pas, des dirigeants de ces organes-là. Est-ce que, avec les différentes lois décentralisatrices, les maires ne sont pas élus? Ils le sont. Alors, à partir de là, on peut dire, à partir de ces trois critères, que la décentralisation est déjà là. Maintenant, vous posez à ce niveau le problème de la mise en œuvre ou le problème de l'exercice d'un certain nombre d'attributions. Et là, à ce niveau, je peux vous rejoindre parce que, en fait, on ne peut pas, par exemple, concevoir qu'on donne et en même temps, on vous dit il va falloir des décrets d'application, il va falloir des arrêtés ou des décrets d'application pour que un certain nombre de domaines ou de compétences vous soient reconnus ou accordés. Ça va en fait dire que il y a toujours quelque part un certain élan jacobiniste qui anime notre État. Nous voulons indiquer ici que la décentralisation a fondamentalement une double portée. C'est-à-dire ici, première portée, c'est la promotion du développement local. Deuxième portée, c'est la promotion de la démocratie locale. On voit effectivement peut-être que la démocratie dont s'agit a peut-être un peu plus d'épaisseur que le développement local incombe aux collectivités infra-étatiques. Et cela peut également se justifier par les règles de gestion financière qui ne sont pas assez favorables à l'égard des collectivités infra-étatiques. C'est-à-dire que on vous dira par exemple que si une commune veut gérer les questions en lien avec les questions domaniales, il faut une approbation du pouvoir central. On va vous dire si vous voulez les emprunts, il faut une approbation du pouvoir central. C'est tout comme si on voulait donner en retenant. C'est-à-dire que, comme un parlementaire le disait si bien, que la décentralisation au Cameroun se hâte lentement. Elle se hâte lentement. Mais nous comprenons également la posture des pouvoirs publics. Vous savez, nous sortons d'un État jacobin, nous l'avons dit tout à l'heure, et l'État jacobin brille effectivement par une extrême centralisation des prérogatives. Ne voulant pas tout le temps, ne voulant pas véritablement transférer les prérogatives au sein des collectivités infra-étatiques parce que ils auraient peut-être la crainte que ces collectivités-là s'émancipent. Mais à la vérité, cela ne doit pas être le cas parce que la décentralisation a pour but d'impulser le développement local. Et pour que la décentralisation impulse le développement local, il faut effectivement que le transfert de moyens s'accompagne de ressources conséquentes. Parce qu'en fait, si on transmet plus de moyens et on ne transmet pas les ressources, c'est en réalité, je veux dire quoi, c'est flageller même cette décentralisation, c'est
bien entendu, je veux dire, c'est-à-dire ici, c'est immuniser même ce développement local que l'on voudrait promouvoir. Donc, il est important ici de savoir qu'en accordant, en transférant les moyens, ces moyens doivent s'accompagner des ressources conséquentes, ce qu'il est convenu d'appeler ici le principe de concomitance, c'est-à-dire on transmet les moyens au même titre que les ressources. Mais en même temps, on a des inquiétudes parce qu'on constate qu'il y a toujours une certaine présence étouffante, une certaine présence pesante du pouvoir public à l'égard des collectivités infra-étatiques, ce qui ne leur permet pas fondamentalement de s'émanciper. Bien entendu, je termine par là, qu'autour quand même de ces décentralisations, de ces élus, certains essaient quand même de sortir du lot, qui est embrayant par l'audace. Nous professons également, pour faire un clin d'œil au maire de Njombe Penja, dont j'admire fondamentalement la pugnacité et l'audace. Également le jeune maire de Kiousi, qui effectivement fait des efforts conséquents pour pouvoir sortir cette commune du lot. Donc, au-delà, effectivement, de ce rôle d'impulsion du pouvoir central, il faut effectivement que les élus locaux également prennent la mesure de la chose par des initiatives audacieuses, par des initiatives assez pugnaces, effectivement, pour montrer au pouvoir central que l'autonomie dont il s'agit, ils doivent absolument bénéficier de cette autonomie qui est un atout pour eux de pouvoir impulser non seulement la démocratie locale, mais aussi le développement local. Et je voudrais souligner ici, M. Sandou, et cela est très important, que véritablement la décentralisation partout dans le monde souffre de quelques mots. Que vous soyez dans des États régionalisés comme l'Italie et l'Espagne, où on reconnaît un pouvoir normatif aux collectivités infra-étatiques, il y a toujours une demande. Ça veut dire qu'en fait, il n'existe pas de décentralisation parfaite. Mais aussi de comprendre effectivement que la décentralisation rime avec le principe d'autonomie. L'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie ici convoque une intervention partagée, c'est-à-dire que au même titre vous intervenez dans les domaines transférés, au même titre le pouvoir central intervient et ce pouvoir central a un regard régulateur dans l'activité que vous menez. Or, à l'esprit de certaines personnes, ils ont souvent tendance à penser que la décentralisation signifie indépendance. L'autonomie n'est pas l'indépendance. L'indépendance signifie un délestement total. Or, l'autonomie impose au pouvoir central d'avoir un droit de regard par le mécanisme de la tutelle. Très bien, parlons de ce droit de regard avec vous, cette fois-ci sur le débat, également cette semaine, sur les receveurs municipaux. Des cas à Yaoundé ont été évoqués à la suite, évidemment, des décisions qui ont été prises par le ministre de la décentralisation et du développement local. On en est finalement à se poser la question simple. Qui, du ministre des Finances ou du ministre de la décentralisation et du développement local, a le pouvoir de nommer les receveurs municipaux? Qui du ministre des Finances ou du ministre de la décentralisation a le pouvoir de nommer? Je dirais simplement qu'à ce niveau, il faut avoir... il y a un problème d'interprétation qui se pose, et d'application même, davantage d'application. Vous n'y voyez pas une certaine entourloupe? Non, il n'y a pas d'entourloupe. Lorsque vous lisez, M. Sandjo, l'article 439 de la loi décentralisatrice du 24 décembre dernier, on vous dit clairement que la nomination des receveurs au sein des communautés urbaines et au sein de la région s'est fait sur arrêté conjoint entre le ministère des Finances et le ministre en charge de la décentralisation. Lorsque vous lisez l'alinéa 3 de cet article, on vous dit dans un premier temps que la nomination des receveurs municipaux incombe au ministre en charge de la décentralisation. Sauf que, après, c'est-à-dire au lendemain de la nomination des receveurs municipaux par le ministre en charge de la décentralisation, sera rendu public le décret portant comptabilité publique, comptabilité générale de l'État, comptabilité publique de l'État. Et ce décret, notamment du 7 juin dernier, en son article 125, accorde plutôt cette prérogative au ministre en charge des Finances. La question qui se pose donc est de savoir
entre une loi générale, une norme générale et une norme spéciale, laquelle s'applique. C'est là la question fondamentale. Et au nom du principe, le spécial déroge le général, c'est le décret du 7 janvier qui, effectivement, s'applique en l'espèce. C'est-à-dire qu'en fait, la charge de nomination des receveurs municipaux incomberait donc dans ce cas au ministre en charge des Finances. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le décret de 2020, notamment du 7 juillet 2020, vient effectivement résoudre ce problème. Encore qu'il n'y avait même pas de problème parce qu'en fait, la loi décentralisatrice accordait cette prérogative au ministre en charge de la décentralisation. Et lui, en nommant les autorités, notamment les receveurs municipaux, se fondait effectivement sur l'article 439. Mais malheureusement, le lendemain, le président promulgue la loi, le décret portant, le président signe ou on rend public le décret portant comptabilité publique de l'État, qui plutôt attribue cette prérogative au ministre en charge des Finances. Le principe selon lequel le spécial déroge le général va donc s'appliquer dans cette espèce. On va dire un mot sur le Conseil constitutionnel, et évidemment on évoquera la Côte d'Ivoire pour en venir aux questions thématiques. Le Conseil constitutionnel, je l'ai révélé, veille à la constitutionnalité des lois entre autres, mais cette juridiction au Cameroun semble susciter de nombreuses questions. La première est celle de savoir si elle est capable d'impulser une dynamique dans la mission qui lui est reconnue par la Constitution par elle-même. Le Conseil constitutionnel peut effectivement impulser la dynamique au travers des prérogatives qui lui sont reconnues. Pour une raison simple, la Constitution fait de cet organe, notamment lorsque vous questionnez, vous lisez l'article 46 de la Constitution, le garant de la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel veille également à la régularité des élections. Le Conseil constitutionnel, effectivement, proclame les résultats. Le Conseil constitutionnel est le régulateur, n'est-ce pas, des institutions, des conflits pouvant exister entre les différentes institutions. Alors, à partir de là, sur la question de la capacité ne devrait plus s'opposer. Pour une raison simple, un ensemble de garanties sont aménagées pour permettre au Conseil constitutionnel de travailler avec sérénité, de travailler en toute liberté. D'abord au plan organique, vous verrez très bien que la Constitution indique que les membres du Conseil constitutionnel sont élus pour un mandat de 6 ans. Et là, je sais que vous allez me dire, la Constitution dit un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable, mais pour un mandat de 6 ans. Et pendant ce mandat de 6 ans, on vous dit que les membres du Conseil constitutionnel bénéficient quoi? De la règle de l'inamovibilité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être démis de leurs fonctions, etc., etc. Toujours au plan organique, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours et s'appliquent à l'ensemble des institutions. Vous voyez cela, c'est-à-dire article 50 de la Constitution. Et on vous dit également, toujours, ab initio, c'est-à-dire dans la Constitution, que le Conseil constitutionnel, effectivement, est l'organe suprême, c'est-à-dire qu'il a la compétence de sa compétence. Il est un ordre de juridiction à part, c'est-à-dire que lorsqu'il a statué, ses décisions ne peuvent être remises en cause devant aucune autre juridiction. À la vérité, cet ensemble de procédés organiques vise effectivement à garantir l'indépendance de l'organe. Et vous voyez à côté de cela, un ensemble d'aménagements statutaires qui vise effectivement à garantir la dignité des conseillers des conseillers du Conseil constitutionnel en leur accordant un certain nombre d'immunités. Vous savez que les membres du Conseil constitutionnel bénéficient de l'immunité, qu'il s'agisse d'immunité de poursuite, d'immunité pénale, etc. Ils sont couverts par l'immunité. D'une part et d'autre part, les membres du Conseil constitutionnel bénéficient quand même d'un confort matériel qui ne leur permet pas effectivement d'être inféodés ici-là à un quelconque organe. Dès que cela est dit, et vous savez, les membres du Conseil constitutionnel, lorsqu'ils sont nommés prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès, l'ensemble de ces mécanismes sont mobilisés pour non seulement
renforcer l'indépendance de l'organe, mais également pour assurer effectivement aux membres de cet organe un certain nombre de prérogatives qui, effectivement, tout ce qu'il s'agisse de ces mécanismes organiques ou de ces immunités et privilèges, etc., l'ensemble de ces éléments vise à garantir l'indépendance du Conseil constitutionnel. Donc, à partir de là, je pense que la question ne devrait plus s'opposer. On va dire un mot sur... Oui, avant de continuer, pour chuter oui. Très rapidement, pour dire ici que l'organe constitutionnel bénéficie justement de l'ensemble de ses prérogatives pour travailler en toute autonomie. Et là, il faudrait donc, à ce niveau, que le Conseil constitutionnel fasse montre d'audace. Fasse montre d'audace et de pugnacité. On avait vu au Kenya dernièrement le juge Maraga qui avait invalidé une élection. On a vu d'autres juges dans le monde, des juges constitutionnels, qui effectivement invalidaient des élections. Pour dire ici que... Au regard du processus de désignation des membres de cette institution, vous avez le sentiment qu'ils peuvent faire preuve d'audace et de pugnacité, comme vous le dites là. Le processus de désignation ne peut en aucun cas influencer, n'est-ce pas, l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel. Parce que, en réalité, vous constaterez que c'est des gens d'un certain âge qui bénéficient d'une certaine expérience et fondamentalement qui ont déjà presque tout eu. Et ils doivent donc en ce moment travailler avec certitude et travailler rien que en appliquant la loi et rien que la loi. Et le professeur Jean Dubois de Gaudusson le dit si bien, M. Sanjo, que lorsque un juge est nommé, il a le devoir d'ingratitude à l'égard de l'autorité de nomination. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes nommé membre du Conseil constitutionnel, vous avez un devoir d'ingratitude à l'égard de l'autorité qui vous a nommé. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas œuvre d'ingratitude à l'égard de cette autorité, vous aurez tendance à vouloir vous inféoder à cette autorité en manifestation de la reconnaissance du fait qu'elle vous est nommée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous attendons effectivement au-delà de ça que le Conseil constitutionnel fasse montre de cette ingratitude à l'égard des autorités de nomination. Est-ce possible? Peut-être c'est peut-être là la question. Est-ce possible? Tout à l'heure vous parliez du jacobinisme. Oui. Est-ce possible dans un État où on parle encore évidemment de cette très forte présence du pouvoir central sur l'ensemble des pouvoirs existants? Est-ce possible? C'est là, en me posant cette question, vous me demandez le lit dans une boule de cristal. Je ne suis pas un oracle pour présager de ce qui se fera demain, mais je vous dis effectivement que les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d'un ensemble de gages qui leur permet de travailler en toute indépendance, sans recevoir une quelconque pression. C'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, évaluer déjà le travail du Conseil constitutionnel maintenant, je trouve que c'est un peu prématuré. Parce que le Conseil constitutionnel est fondamentalement mis sur pied en février 2018. Vous voyez que de février 2018 à août 2020, nous dirons que l'enfant est encore en train de faire ses premiers pas. Et il serait un peu prématuré de l'évaluer jusqu'ici, mais tout en rassurant ceux qui nous suivent que l'organe bénéficie effectivement d'un ensemble de gages normatifs qui lui permet de travailler en toute indépendance. On va dire un mot sur la Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, en principe le 6 août dernier, Alassane Ouattara a, contre toute attente, annoncé sa candidature pour un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Certains opposants au sein de la Côte d'Ivoire ont estimé qu'il s'agissait d'une candidature anticonstitutionnelle évoquant le principe de rétroactivité, dit-on, de la loi pour certains. Vous pensez que cette candidature pourrait prospérer? En d'autres termes, au-delà évidemment de ce populisme autour de la candidature du président sortant ivoirien, l'élection étant annoncée pour le mois d'octobre 2020, en effet, avez-vous le sentiment ou avez-vous nettement l'impression, au regard évidemment des dispositions existantes dans ce pays, qu'il a le droit de briguer un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? Bon, je voudrais d'abord dire ici que lorsque M. Ouattara a fait son annonce, notamment de ne plus se présenter à la prochaine élection présidentielle, c'est une décision qui a été saluée par l'ensemble des Africains. La plupart des personnes de l'opinion publique avaient favorablement apprécié cette décision. Mais nous tombons effectivement des nues. Et je voudrais d'ailleurs souligner ici que pourquoi vous tombez des nues si la roublardise est
permis en politique? Non, la roubladise est permise en politique. Avant d'en venir, je voulais d'abord demander à ceux qui avaient proféré des injures à l'égard du président de la République, Paul Biya, de lui présenter les excuses. Parce qu'effectivement, c'est un oracle de la norme. Lui, il respecte la norme de son pays. Peut-être ce que certains ne font pas ailleurs. Pour dire ici que nous sommes en politique et effectivement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Nous sommes d'accord. Mais nous voulons également indiquer que la terminologie politique dans la dimension aristotélicienne indiquait effectivement que la politique renvoyait à une certaine vertu. Lorsque vous regardez dans la Grèce antique, on vous dira que ceux qui faisaient la politique étaient des personnes assez crédibles, étaient des personnes qui inspiraient une certaine confiance à l'égard de la société. Et Aristote présente la politique comme la morale sociale. Vous voyez? Ça veut donc dire que lorsque M. Ouattara indique cela, nous saluons effectivement cette décision. Mais ce que nous voulons dire ici est que lorsque vous lisez la Constitution ivoirienne, la première, notamment, lorsque vous voyez la Constitution de 2016, notamment, elle indique effectivement que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 35 ans. Il faut être ivoirien de père et de mère, notamment l'article 55 de cette Constitution. Et cet article 55 indique effectivement qu'on ne peut être élu que pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça veut dire en fait que M. Alassane Ouattara ne pouvait se présenter que 2 fois. La première fois et la dernière fois où il s'est présenté. Cette fois-ci, il ne pouvait plus se présenter. La Constitution de 2016 sera révisée en 2020. Vous avez, si vous prenez le journal officiel de la République Côte d'Ivoire, 26 mars 2020, vous avez la promulgation de cette nouvelle Constitution et qui indique effectivement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans et ne peut être éligible qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'il ne peut être réélu qu'une seule fois. Mais, assez subrepticement, on constate que l'article 55 de 2016 n'est plus l'article 55 de 2020. Parce que l'article 55 de 2016 indique que le président est élu sur un scrutin de liste avec le vice-président. Or, l'article 55 de 2020 indique que le président est élu au suffrage universel uninominal, majoritaire à 2 tours, et le vice-président est désigné en accord avec le Parlement. Je pense que quelque part, ça annonçait déjà les couleurs de M. Alassane Dramane Ouattara, qui effectivement, dans la lettre, avait la volonté de se délester du pouvoir, mais en tenant toujours les cordons de la bourse d'une certaine façon, parce que pouvant désigner le dauphin constitutionnel, etc., il pouvait donc par cette occasion toujours maintenir les cordons de la bourse. Et le dire ici indique effectivement que, à la lumière et à la lecture de cet article 55, M. Alassane Dramane Ouattara ne peut plus se présenter. Sa candidature, effectivement, serait inconstitutionnelle. Mais, à le voir, il s'apparente à un bon joueur d'échecs et maths. Tout laisse véritablement croire, ne pouvant pas effectivement violer la Constitution, que cela participerait également d'une autre ruse. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il serait candidat pour effectivement calmer un certain nombre d'ardeurs et de réfléchir, de mûrir effectivement avant de désigner à nouveau, n'est-ce pas, son dauphin. Donc, cela indique effectivement que le peuple ivoirien doit rester vigilant. Le peuple ivoirien doit rester vigilant. Non seulement à ce que le sang des 3000 morts de 2010 ne soit pas versé de façon inutile, mais également de préserver l'intérêt supérieur. Et en demandant à M. Ouattara de respecter la Constitution. Le président de la République est garant de la Constitution. Il serait donc anormal que ce président de la République soit le premier à bafouer, n'est-ce pas, la norme fondamentale. Nous devons indiquer ici que c'est la summa protesta, c'est-à-dire la norme transcendantale, pour reprendre en la Constitution, en effet. La Constitution qui est la norme au-dessus de toutes les normes au sein d'un État. Alors, jouer avec cette norme de la sorte serait quelque peu avoir également un mépris pour la République. Donc, pour dire que les Ivoiriens restent vigilants et que M. Alassane Dramane Ouattara respecte la Constitution qui ne lui permet pas
d'aller à une troisième candidature. Avec la complicité de la réalisation, on va prendre rapidement la deuxième transition de cette phase d'échange. À tout de suite. Dans cette seconde phase d'échange avec vous, on va évoquer l'action parlementaire dans un premier temps. D'abord revenir sur ce qui a été longtemps une sorte d'inquiétude, mais également d'interrogation pour plus d'un, la véritable fonction de suppléant au sein des deux chambres, que ce soit député ou suppléant ou sénateur suppléant. On s'est très souvent posé la question finalement, à quoi sert un suppléant au sein d'une institution comme le Parlement au Cameroun? À quoi sert un suppléant? Voyez-vous, la question de la suppléance trouve d'abord réponse sur la nature du système électoral qui conduit à la désignation des parlementaires. Vous voyez que généralement, il s'agit d'un scrutin de liste, c'est-à-dire que le parlementaire est concomitamment désigné avec son suppléant dans sa circonscription électorale. D'un point de vue juridique, vous me demanderez à quoi sert un suppléant. Non, le suppléant, tel que son nom l'indique, peut parfois être amené à suppléer le titulaire à certains moments. En cas de vacances, de décès, par exemple. Pas toujours, mais cela peut arriver que le suppléant supplée effectivement le titulaire dans ces hypothèses-là, tout en marquant effectivement que c'est très mince, ces hypothèses-là sont très minces. En indiquant également que d'un point de vue sociologique, la question de la suppléance se pose davantage pour remplir ou pour effectivement résoudre la question ethnique et tribale au sein de nos collectivités. Vous savez que l'Afrique brille par sa pluralité. Nous sommes dans des sociétés plurales où on retrouve une diversité d'ethnies et de tribus. Il arrive donc régulièrement que dans des circonscriptions électorales, que nous ayons plusieurs tribus. Et le fait d'avoir plusieurs tribus impose effectivement une certaine répartition. On peut donc se dire que si peut-être le titulaire est de telle tribu, a fortiori, le suppléant doit être de telle tribu. C'est de ça qu'il s'agit et ça permet effectivement à ce niveau de combler un certain nombre de manquements. Maintenant, toujours au point de vue juridique, le suppléant travaille en étroite collaboration avec le titulaire, notamment sur l'action parlementaire, les actions matérielles que pose le titulaire. Dans ces hypothèses, il est généralement accompagné par son suppléant qui peut aussi peut-être avoir un regard un peu plus fin, un regard un peu plus pluriel sur un certain nombre de questions. Mais toujours est-il que il est important que le titulaire comme parlementaire ait un suppléant justement dans les hypothèses où la vacance s'ouvrirait. Et le suppléant va donc effectivement assurer, n'est-ce pas, cette mission de représentation qui est d'abord la première mission reconnue aux parlementaires. Très bien, vous parliez... Parce qu'il serait incongru qu'une circonscription reste non représentée au sein du Parlement. Désigner ou nommer le titulaire ou le suppléant au sein du Parlement camerounais doit faire face à l'électorat. Est-ce que c'est juste qu'il n'y ait que le titulaire qui bénéficie d'indemnités? Est-ce que c'est juste que ce n'est que le titulaire qui bénéficie d'indemnités? Je ne saurais vous répondre, mais peut-être parce qu'effectivement, c'est le titulaire qui travaille. Vous voyez, c'est le titulaire qui travaille. Est-ce que le suppléant n'a pas des comptes à rendre? Bon, le suppléant, c'est un scrutin de liste. Ça veut dire que les actions que vous posez sont des actions qui en réalité incombent à la liste. C'est-à-dire, elles n'incombent pas à une personne, une toute personne. Et ça veut dire ici que lorsque on voit un parlementaire de telle ou telle localité, etc., lorsqu'il travaille, il ne travaille pas rien que peut-être pour lui, il travaille également au nom du suppléant
qui, n'est-ce pas, l'accompagne, parce que c'est un scrutin de liste et vous ne saurez détacher les deux personnes. Maintenant, sur la question des indemnités, le suppléant n'ayant pas d'indemnité, généralement, il y a des voies des voies de conciliation à ces mécanismes-là. Le plus souvent, lorsque le titulaire perçoit ses indemnités, il y a des petites mains levées qui sont généralement faites à l'égard, n'est-ce pas, du parlementaire suppléant. Et je pense que jusqu'ici, il n'y a pas de revendication de ce côté-là. Ça veut dire que les choses se passent plutôt bien. Parlons justement des indemnités de nos parlementaires au Cameroun. On est logé à la bonne enseigne. Lorsque vous regardez les pays du même calibre que le Cameroun, on dirait que nos parlementaires sont plutôt bien. Oui, nos parlementaires sont plutôt bien. C'est déjà effectivement bien aussi que vous le reconnaissiez, M. Sanjo. C'est une question. Non, vous ne le reconnaissez pas, d'accord. Alors, je voudrais dire ici que lorsqu'on parle peut-être du traitement des parlementaires en Afrique ou en Afrique subsaharienne, on a tendance à nous prendre l'exemple du Gabon, en nous indiquant que là-bas, les parlementaires touchent un peu plus beaucoup que les parlementaires au Cameroun. Mais on oublie de nous prendre les exemples, n'est-ce pas, du Burkina Faso et les exemples du Bénin ou du Mali, où effectivement, au Burkina Faso, on vous dira fondamentalement qu'un parlementaire à la fin du mois avoisine difficilement les 500 000 francs le mois, où on vous dira par exemple qu'au Mali, le parlementaire touche en moyenne dans les 700 000 le mois. Or, s'agissant du Cameroun, lorsque vous regardez l'indemnité de représentation, et l'indemnité de base, etc., et ainsi que les indemnités qui s'ajoutent à cela, le parlementaire au Cameroun est un peu plus à environ 1 million de francs par mois, ce qui, effectivement, pour un État comme le nôtre, doit être à saluer. Lorsque vous prenez peut-être les exemples du Gabon, parce que les gens diront peut-être qu'au Gabon, on perçoit plus, etc. Non. Regardez également le train de vie et le coût de vie dans un État comme le Gabon, qui est un peu plus élevé que le nôtre. Ça veut dire que lorsqu'un parlementaire au Gabon perçoit peut-être 2 millions, 2 millions, 5, 3 millions, par rapport à ce qu'il se retrouve peut-être en train de dépenser, etc., à la fin du mois, il ne reste peut-être avec rien. Par rapport à notre contexte où, effectivement, des mécanismes sont mobilisés pour quand même permettre à chaque Camerounais de vivre minimalement à l'aise, on peut comprendre que le parlementaire camerounais est considérablement outillé, notamment sur la question du traitement, à l'égard notamment de ces pays, paradoxalement, notamment à ces pays que nous venons de citer tout à l'heure, notamment certains pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Mali, etc. On a très souvent qualifié notre Parlement camerounais de véritable caisse de résonance, un peu pour indiquer que, eu égard aux missions qui sont reconnues à cette institution, on a le sentiment qu'elle n'exerce pas pleinement toutes ses missions. Elle contrôle difficilement l'action du gouvernement. Certains se plaignent de constater que depuis plusieurs années, depuis pratiquement la mise sur pied de cette institution, très peu des missions d'enquête parlementaire ont véritablement prospéré. Des propositions de loi sont quasiment inexistantes. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que le parlementaire au Cameroun exerce pleinement son devoir? Le parlementaire au Cameroun exerce son devoir. Ça peut être relativisé, mais il faut reconnaître que le parlementaire au Cameroun exerce son devoir. Peut-être parce que les commissions d'enquête parlementaire sont peu, ou plutôt la question des propositions de loi qui également se pose généralement. Mais il faut relever que le Parlement camerounais, effectivement, commence à s'émanciper. Il y a un véritable travail de fond qui est effectué de ce côté-là. Quelle est la mission? Le Parlement a deux missions premières. La première mission ici est celle de la confection des lois, c'est-à-dire le vote et l'adoption des lois. Est-ce que cela n'est pas fait? Est-ce que lorsque les lois arrivent au Parlement, les parlementaires disent seulement voter? Non, je ne pense pas. Certaines lois arrivent au Parlement et on a très régulièrement vu les membres du gouvernement
être auditionné, que ce soit en commission ou en plénière, notamment par certains parlementaires, parfois des questions très pugnaces, pas des questions très audacieuses. Ça veut dire qu'à ce niveau, le Parlement remplit pleinement sa fonction. Lorsque ces lois arrivent au Sénat, les lois sont purifiées parce que le Sénat a un rôle purificateur, les lois sont réévaluées, purifiées et retransmises effectivement. Qui a l'initiative des lois? L'initiative des lois, à la lumière de l'article 25 de la Constitution, intervient concurremment au président de la République et au gouvernement, c'est-à-dire intervient concurremment à l'exécutif et au Parlement. Est-ce que le Parlement l'exerce? Non, le Parlement, je le dis, je crois que si vous questionnez un peu le Parlement au Cameroun depuis notamment l'avènement, l'émancipation de l'Assemblée nationale, et on trouve environ près de 14 propositions de loi qui existent de ce côté-là. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien pour des États en développement comme les nôtres où les institutions sont encore en train de s'enraciner et de s'émanciper. Ce n'est pas rien. Mais nous disons effectivement que les institutions sont fonction du temps. Ouais. Les institutions sont fonction du temps. Le droit constitutionnel dont il s'agit est fonction du temps. Et tantôt le temps est favorable au droit constitutionnel, tantôt le temps lui est défavorable. Et tantôt également les gouvernants usent de ce temps des deux façons, c'est-à-dire soit de façon favorable, soit de façon défavorable. Donc pour dire ici que nous avons une nouvelle palette de parlementaires qui viennent d'intégrer le Parlement. Je vois ici les parlementaires PCRN qui brillent par leur audace. Nous avons vu l'honorable Cabral Libi qui posait des questions assez pertinentes à l'égard des membres du gouvernement. Nous avons vu les questions pertinentes de l'honorable Nourane Foster. C'est effectivement pour dire que plus le temps passe, plus les institutions s'enracinent. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième mission du Parlement, relative au contrôle de l'action du gouvernement. Est-ce que le Parlement ne le fait pas? Le Parlement le fait. On voit régulièrement les questions orales, les questions écrites adressées aux membres du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on s'appesantit seulement sur les commissions d'enquête parlementaire? Peut-être que, comme on soulignait tout à l'heure la question liée à la gestion des fonds du Covid, on aura peut-être une commission d'enquête parlementaire de ce côté pour aller vérifier la traçabilité de ces fonds, ou plutôt la gestion saine de ces fonds. Donc, pour simplement dire qu'en fait, le Parlement travaille. Peut-être ce qu'on pourrait demander aux membres du Parlement ou aux parlementaires, c'est de faire preuve d'un peu plus de pugnacité et de proactivité, d'un esprit entrepreneurial, c'est-à-dire d'entreprendre certaines initiatives éloquentes, etc. Et je voudrais également souligner ici que toujours dans cette rénovation ou dans cette embellie ou dans cette nouvelle configuration du Parlement, vous verrez très bien qu'on ressent davantage le rôle du parlementaire au niveau local. Aller un peu à Vouri Est, voir ce que l'honorable Nourane fait de ce côté. Elle abat un travail formidable. Elle rencontre au quotidien sur sa page Facebook à ses électeurs, etc. Les sessions de formation des jeunes, la visite aux jeunes de ceci, le financement de cela, etc. Voilà ce qui est attendu d'un parlementaire au-delà, effectivement, de ces deux missions principales que sont la confection des lois et le contrôle de l'action du gouvernement. Le parlementaire a également une action sociale, c'est-à-dire un rôle d'impulsion du développement de sa circonscription. Et nous voyons effectivement aujourd'hui que cette nouvelle cagnotte de parlementaires, le fait que ce soit les parlementaires RDPC, je salue d'ailleurs ici l'action de l'honorable Mengue du côté de la vallée du Thème, qui a entrepris de réaménager effectivement les différents forages, etc. Donc pour dire ici qu'il y a quand même effectivement une rénovation ou une émancipation de ce côté-là qu'on ne saurait également minorer ici. Très bien. On va dire un mot rapidement sur la CONAC, ou simplement la prévarication de la fortune publique au Cameroun. Dans son rapport à la Commission nationale anticorruption, le rapport de décembre 2019, on parlait de 14 milliards de francs CFA qui avaient pratiquement disparu des radars en 2018. Transparency International persiste et signe à ce sujet l'application de la disposition 66 de la Constitution pourrait améliorer très clairement la transparence dans la gestion des finances publiques. Quel est votre avis? Oui, bien entendu. Vous savez qu'il est de l'ordre naturel dans le constitutionnalisme moderne que lorsque un membre du gouvernement est nommé ou un haut commis de l'État
qu'il présente effectivement son patrimoine, qu'il mette son patrimoine, n'est-ce pas, à la place publique pour que le peuple puisse évaluer, n'est-ce pas, ce patrimoine. Et effectivement, à la fin, n'est-ce pas, de son séjour au sein du gouvernement ou au sein de la fonction qu'il était habilité à exercer, ce dernier est également appelé, n'est-ce pas, à faire une nouvelle, n'est-ce pas, je veux dire quoi, publication, ou plutôt une nouvelle mise, n'est-ce pas, en lumière de son patrimoine. Nous voulons donc dire ici effectivement que l'application de l'article 66 pourra effectivement ou pourrait être un élément dissuasif, notamment à l'égard de ceux qui sont des gestionnaires de la fortune publique, en sachant que un regard est posé sur eux pour évaluer ce qu'ils avaient avant l'accès à la fonction et ce qu'ils ont à la fin de la fonction. C'est un élément dissuasif assez important. Maintenant, sur l'action de la CONAC elle-même, la CONAC essaye de travailler tant bien que mal, mais la CONAC effectivement fait face dans un premier temps à un manque peut-être de, je veux dire quoi, à un manque de densité en termes de ressources humaines. Parce qu'en fait, au-delà de ces messages que l'on retrouve au sein des différents départements ministériels, il serait important que la CONAC puisse par exemple avoir des délégations départementales, des inspections d'arrondissement, des délégations régionales, etc. pour lui permettre de travailler, n'est-ce pas, de façon sereine et de façon transversale, d'une part, et d'autre part, essayer effectivement, n'est-ce pas, de revoir sa cagnotte, c'est-à-dire ici que la CONAC effectivement devrait avoir une cagnotte un peu plus élevée pour lui permettre de travailler en toute efficience et en toute liberté. Mais la question qui se pose également est de savoir, est-ce que l'opinion publique camerounaise également est favorable à cette institution, lorsqu'on sait que certaines institutions ne sont pas parfois d'accord avec les chiffres produits par la CONAC, lorsqu'on sait que parfois, lorsqu'on sait que certaines institutions vont même jusqu'à bafouer de temps à autre l'autorité même de la CONAC, est-ce que le problème ne se poserait pas plutôt du côté de l'ordre gouvernant lui-même qui a de la peine effectivement à reconnaître l'autorité, n'est-ce pas, de cette institution qui a pour but de lutter contre la corruption au sein de notre État. Est-ce que effectivement la réception sociale qui est faite de cette institution est de nature à favoriser son émancipation? Là est la question. Combien de personnes dénoncent les actes de corruption? Combien de personnes vont vers la CONAC? Combien de personnes acceptent même, je dis, lorsque la CONAC publie son rapport, beaucoup de personnes contestent. Et cela est dû au fait que nous-mêmes, de notre point de vue social, on ne reconnaît pas, on ne reçoit pas effectivement avec grande légitimité, avec grande fierté, cette institution qui peut jouer un rôle effectivement important dans le cadre de l'assainissement, n'est-ce pas, de la fortune publique au Cameroun, tout en questionnant aussi le fonctionnement. Vous avez le sentiment que cette commission peut véritablement jouer un rôle? C'est un organe de consultation? Non, cette commission peut véritablement jouer un rôle à deux conditions. Première condition, que sa palette financière soit densifiée. Oui. Et que sa palette humaine, c'est-à-dire en ressources humaines, soit également densifiée. L'autre moyen ici pour permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle consiste effectivement à lui accorder des pouvoirs de répression. Oui. Or, la CONAC n'a pas un pouvoir de répression. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'elle produit un rapport, lorsqu'elle attrape des gens, elle peut les conduire chez le procureur de la République, etc. Elle-même, elle n'a pas une capacité qui lui permet de dicter ou de prononcer un certain nombre de sanctions à l'égard, n'est-ce pas, des mises en cause. C'est là le problème, parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, créer un organe et vous lui refusez le pouvoir sanctionnateur. Oui. Il faut effectivement reconnaître un pouvoir sanctionnateur à la CONAC pour qu'elle-même puisse prononcer des sanctions à l'égard d'un certain nombre, n'est-ce pas, d'infracteurs. Au même titre que le Conseil supérieur de l'État le fait par la dynamique du conseil de discipline budgétaire et financière, qui effectivement est un organe logé au sein du Conseil supérieur qui
émet ou prononce des sanctions disciplinaires à l'égard d'un certain nombre d'infracteurs financiers. Donc, il faut effectivement accorder un peu plus de moyens financiers et humains à la CONAC et également revoir son cadre fonctionnel en lui permettant effectivement d'avoir un pouvoir sanctionnateur. Parce que si on lui donne pas un pouvoir sanctionnateur, voyez-vous, ça risquerait d'être très difficile pour que cet organe s'affirme. Avec la complicité de la réalisation, on va rapidement prendre, c'est la dernière transition de cette phase d'échange avec vous ce soir. À tout de suite. On va aller au pas de course pour cette dernière articulation et on va prendre peut-être quelques réactions. Bonsoir Socrate Tiama, c'est juste Serge est là. Depuis Emana, s'il vous plaît, parlez du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Qu'est-ce qui est mis dans le concept, le statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest par rapport au reste des régions camerounaises? Très rapidement pour dire ici que lorsqu'on parle du cadre du statut spécial des régions du nord et du sud-ouest, ce statut spécial brille d'abord d'une part par la nature des organes. Vous savez que lorsque vous lisez par exemple l'article 332 du Code général des collectivités, on vous dit que les régions du sud-ouest et du nord-ouest ont une assemblée générale et un exécutif régional. À côté de ça, vous avez un independent conciliator qui est là, effectivement, qui est un organe indépendant pour effectivement connaître d'un certain nombre de situations conflictuelles qui pourraient naître au sein de ces différentes régions. D'une part et d'autre part, vous voyez que dans l'assemblée générale est constituée de deux sous-organes. Vous avez d'une part, n'est-ce pas, la House of Chief et vous avez d'autre part la House of Divisional Representative, qui sont effectivement des organes, n'est-ce pas, ayant des compétences réparties en fonction, n'est-ce pas, de la mission qui est allouée à chaque organe. Et le statut spécial dont il s'agit ici se fonde également sur un certain nombre de particularités telles que l'indique la loi décentralisatrice, notamment le sous-système éducatif, le sous-système judiciaire, les traditions et les cultures, etc. Donc, c'est un ensemble d'éléments mobilisés pour effectivement permettre aux régions du sud-ouest et du nord-ouest de mieux s'affirmer et de mieux agir de façon autonome. En d'autres termes, il s'agit d'élargir, n'est-ce pas, leur champ d'autonomie. Autre réaction ce soir. Bonsoir monsieur, je suis Maïdoukou. Par rapport au travail des parlementaires au niveau local, c'est l'expression, je ne vais pas l'utiliser, c'est politiquement incorrect. Pas de compte parlementaire ni l'amélioration des conditions de vie des populations locales. On comprend que celui qui vote n'est qu'un faiseur des grands. Le rôle du parlementaire au niveau local est triste. Je suis originaire du département du Faro. Vous avez salué l'action des parlements. Oui, mais le téléspectateur semble indiquer que c'est catastrophique. Le téléspectateur semble indiquer que c'est catastrophique. Bien entendu que il y a toujours des brebis galeuses dans chaque camp. Il doit simplement se rapprocher de son parlementaire, notamment de son député, pour mieux solliciter ses actions. Et cela indique également ici que nous devons interpeller un certain nombre de parlementaires sur leurs actions. Parce que certains parlementaires continuent effectivement, après avoir été élus, ils disparaissent et on les revoit simplement au lendemain ou à la veille des élections. Ils prennent déjà part aux cérémonies de deuil, ils prennent déjà part à certaines réunions, ils organisent des championnats. Non, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Nous voulons dire ici que la nouvelle dynamique est en marche, impulsée par le président de la République, qui effectivement impose une émancipation des parlementaires. Maintenant, les différents parlementaires qui brilleront encore par ce laxisme-là et cette médiocrité se verront effectivement sanctionnés par ce qu'on appelle généralement aux États-Unis un recall, c'est-à-dire un vote sanction, simplement. Quand on vous écoute parler, là, on a l'impression de suivre un militant du RDPC. Bonsoir, monsieur
Dans le processus de décentralisation, comment doit se comporter le peuple si les dirigeants nommés ou élus n'assument pas leur tâche, celle de décentraliser sur le territoire? Bon, si les dirigeants élus n'assument pas leur tâche, bien entendu, nous disons effectivement, vous voyez très bien que la loi décentralisatrice indique que chaque personne intéressée ou chaque personne résidant dans une commune a la possibilité de se rapprocher et d'avoir un compte rendu ou plutôt d'avoir un regard détaillé des activités de cette commune. En mettant cette disposition, qu'est-ce que le législateur a voulu faire? Le législateur a tout simplement voulu intégrer une logique beaucoup plus participative. Ça voudrait donc dire quoi? Ça voudrait donc dire que si certains élus brillent encore par une certaine médiocrité, oui, lors des prochains renouvellements des mandats, etc., qu'ils subissent simplement un vote sanction. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en même temps, on crie que le pouvoir central ne fait rien. En même temps, certains élus également contribuent même à enfoncer, n'est-ce pas, la décentralisation ou à la rendre beaucoup plus asymptotique. Merci d'être venu dans le cadre de cette livraison La Ligne Rouge ce soir sur Info Télévision. On recevait ce soir Socrate Tiamaundo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Sanjo, d'avoir fait confiance à la jeunesse. Vous avez indiqué que je suis le premier jeune à prendre convié part effectivement à cette émission. Nous voulons dire ici que la jeunesse de notre pays est une jeunesse qui, effectivement, de plus en plus s'émancipe et est capable de contribuer de façon substantielle à la marche de la République. Je remercie également l'ensemble de l'équipe technique qui m'a permis et aidé à réaliser cette émission. Ben Valls en maître d'orchestre. Mes remerciements vont également à l'endroit du PDG d'Info Télévision, monsieur Dieudonné-Vin. Bon dimanche à vous qui suivez ce programme. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bien le bonsoir.